Alors, dans cette vidéo, on va faire quelques petits correctifs sur le code qu'on a fait avant, notamment dans le formulaire où on avait mis un champ invisible qui nous envoyait l'ID de l'utilisateur. C'est pas forcément très propre de faire comme ça, donc on va faire autrement. On va également revoir un peu notre fichier route parce qu'il y a quelques petites erreurs qui se sont glissées, donc on va revoir ça. Et ensuite, on va mettre en place un menu qu'on va pouvoir utiliser sur toutes nos pages sans avoir besoin de recopier le code à chaque fois en utilisant les partials. On va voir un petit peu le langage HTML ERB, donc en fait qui est tout simplement du HTML dans lequel on peut introduire du Ruby. Et on mettra à la fin Bootstrap dans tout ça pour que vous puissiez après vous amuser un petit peu à designer ce blog et cette première utilisation de Ruby on Rails. Donc dans un premier temps, on va commencer par faire le petit correctif. Si vous vous rappelez bien, dans le underscore form.html.erb qui se trouve dans le dossier post, dans les views, on avait mis ce petit form.hiddenfield. Donc ça, on va tout simplement le supprimer. Hein, c'est pas du tout propre de faire comme ça, donc on va éviter. On peut fermer ce fichier. Et dans post controller, en fait, dans la méthode create, en fait, post s'attend à recevoir un identifiant d'utilisateur. Donc en fait, dans la méthode create, on va lui dire à quoi est égal cet identifiant. Pour ce faire, on va faire post.current non, user ID qui va être égal en fait à current user.id. En fait, tout simplement ici, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que le champ user ID qui correspond à ce post qu'on est en train de créer, en fait, va être égal en fait à l'identifiant de l'utilisateur actuel. Donc de device en fait nous propose donc des variables de session comme je vous avais expliqué et le current user c'est l'utilisateur qui est actuellement dans la session. Donc si j'ouvre une fenêtre de navigation privée, j'aurai plus les cookies, j'aurai plus tout ça, donc en fait le current user sera différent d'un autre navigateur, etc. Donc voilà, et vu que là c'est nous qui sommes en train de créer, l'utilisateur il est forcément connecté, enfin bon, là sur notre application on n'a pas mis de restriction encore, mais l'utilisateur est forcément connecté pour créer un post, donc du coup ça sera lui le current user. Donc là-dessus ça marchera très bien. Voilà. Donc dans un second temps, on va désormais créer une navigation. D'abord, on fait un dernier correctif dans nos routes. Il faut que votre fichier route ressemble exactement à celui-ci en fait. On met dans un premier temps device for users pour avoir en fait toutes les routes relatives à device, à savoir les sessions, les registrations, login, logout et ainsi de suite. Et ensuite, vous prenez les ressources pour l'utilisateur. Donc même pas besoin de mettre le only, vous pouvez mettre ça comme ça. Resources for users. Et toujours mettre les ressources en dessous de device for. Et voilà, c'est parce que il se peut que tout à l'heure, en générant votre contrôleur, vous avez eu plein de routes avec marqué get, des routes sous ce format-là, get, users, machin, etc. Vous pouvez toutes les supprimer, ces routes qui ont été supprimées. Il faut juste que votre fichier route ressemble à celui-ci pour l'instant. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on est bon. Maintenant, je vous invite à ouvrir dans View, Layouts, application.html.erb. Donc qu'est-ce que application.html.erb? En fait, c'est le corps de c'est le corps principal de notre HTML qui va être généré par Rails. En fait, donc là vous pouvez voir, c'est assez normalement commun pour vous de voir doctype, HTML, head, etc. Ici, ce sont des balises propres à Rails, on ne va pas forcément y toucher. Et ici, on a ici yield. Alors yield, c'est quoi? C'est le contenu de votre application, tout simplement. C'est entouré par la balise body. Donc là, j'avais mis un container, je vais le supprimer, on verra ça après avec Bootstrap. Mais en fait, à l'intérieur de la balise body, vous avez le yield qui correspond à l'ensemble de votre application. Et vous pouvez voir ici ces symboles un peu bizarres. Et bien ça, en fait, ce sont les balises qui entourent le Ruby dans le HTML.erb. Parce que en fait, HTML.erb, c'est un langage de templating. Ça permet de faire du template. Qu'est-ce que j'entends par template? En fait, ça va nous permettre ici d'interpréter le langage Ruby. Parce que si vous écrivez du langage Ruby dans du HTML basique, bah, en fait, ça va être pris en compte comme étant du texte, et on aurait tout ça qui apparaîtrait à l'écran, le yield, etc. Sauf que là, avec le ERB, on va pouvoir en fait interpréter tout ce qui se passe entre ces balises comme étant justement du Ruby, ne pas afficher ou afficher selon ce que l'on met du contenu généré par Ruby. Donc vous allez régulièrement trouver donc deux types de balises en ERB. Celle-ci avec le égal, qui va rendre quelque chose à l'écran, donc il y a bien un rendu. Là, en l'occurrence, yield, ça rend tout le contenu de notre application. Et vous trouverez aussi la même balise, mais sans le égal,
qui cette fois-ci sera juste là pour entourer du Ruby sans avoir besoin de rendre quelque chose à l'écran. Comme par exemple faire une condition avec les if-else, faire une boucle et ainsi de suite. Ça, on n'a pas besoin d'afficher notre if-else à l'écran, c'est juste du Ruby pur et dur qui va travailler et nous afficher quelque chose plus tard. Donc nous, en l'occurrence, ici, on veut afficher une navigation. Donc au-dessus du yield, c'est le meilleur endroit parce qu'au moins, du coup, on va pouvoir afficher en fait notre navigation sur tout notre site. Donc ici, on va ouvrir une balise ERB avec le égal parce qu'on veut que notre navigation soit affichée, mais on ne veut pas l'écrire ici. On veut faire les choses proprement, donc on va faire appel à un partial. Un partial, ça va être un fichier externe que l'on va venir appeler. Donc pour faire ça, on va faire un render partial, et ensuite la route. Donc nous, il va se trouver dans layouts, et le nom du fichier, ce sera navigation. Donc avec cette ligne-là, vous allez pouvoir appeler un fichier navigation qui se trouve dans layouts. On va créer ce fichier, donc dans layouts, que l'on va appeler underscore navigation.html.erb. Par convention, on met toujours un underscore pour les partials, parce que Ruby comprend que c'est un partial, et surtout les développeurs qui travailleront avec vous comprendront qu'il s'agit de partial quand il y a le underscore. Voilà. Donc dans cette navigation, on va écrire une balise header toute simple, comme on en voit dans le HTML. On va mettre un petit A pour notre logo, qui sera mon blog. On va le mettre comme ça, et ça mènera vers la route. Donc en fait, vers la source de notre blog, en gros, l'origine du blog sur la page d'accueil. Ensuite, on va créer une balise nav dans laquelle il y aura plusieurs liens. Je vais revenir sur un petit point maintenant, c'est que ça, c'est typique HTML, mais nous, on veut utiliser du Ruby. On veut être Ruby, on veut être Rails. Pour ce faire, Ruby propose des liens un peu différents avec une balise Ruby ERB, et ça s'écrit comme ceci. Link to. Ça, c'est l'équivalent d'une balise A, mais qui va être générée par Ruby. Et ça va nous permettre ensuite du coup d'utiliser les routes pass, donc que l'on peut voir juste ici. Ça va nous permettre en fait d'utiliser ces petites routes que l'on voit ici. Donc on va faire un link to. Ici on met le nom de notre lien, donc en l'occurrence ici ce sera donc mon blog comme on avait dit. Et la route ce sera route, donc vous pouvez le prendre ici, pass. Donc en fait on prend le préfixe, comme c'est indiqué ici, donc ici en l'occurrence route, et on met toujours underscore pass après, tout attaché. Donc là je vais actualiser mon application et je vais avoir maintenant la possibilité d'aller sur mon blog. Donc à chaque fois ça nous ramène à la route. Ensuite on va créer un deuxième lien qui va nous mener tout simplement vers tous les posts. Celui-ci, on va prendre son préfixe, en étant donné que c'est dans le contrôleur post l'action index, c'est post. Bon, je vais la réécrire, post underscore pass. Donc là, si j'actualise ma page, je devrais maintenant avoir un petit lien qui m'amène vers tous les posts. Exactement. Quand je clique dessus, j'arrive sur tous les posts, et quand je retourne sur mon blog, je retourne sur la page d'accueil. Donc c'est déjà beaucoup plus pratique de naviguer comme ça. Maintenant, je vais faire en sorte que mon utilisateur puisse se connecter, s'inscrire, ou se déconnecter, ou se login. Pour ça, on va utiliser un petit peu tout ce qui est généré par Devise. Donc on va prendre la page de Devise sur GitHub. Ils ont créé des petites méthodes assez pratiques, en l'occurrence celle-ci, User Signed In. On retourne dans notre navigation, et on va commencer par faire un if-else. Donc si j'ai un utilisateur qui est connecté, sinon, et après on termine notre condition. Vous voyez bien qu'ici je n'ai pas mis de égal parce que ça ne sert à rien de rendre ceci à l'écran. Si l'utilisateur est connecté, je veux faire un lien vers son profil en utilisant son adresse email. C'est-à-dire, je m'explique, je crée ici un lien, link to, je veux le current user, donc l'utilisateur qui est connecté actuellement, point email, et ensuite je veux que ça redirige vers son profil. Donc moi j'ai normalement ici j'ai user pass, et je lui passe lui-même à l'intérieur, parce que user pass
a besoin d'un identifiant pour savoir vers quelle page utilisateur on va. Parce que si vous avez 30 utilisateurs, il faut bien lui préciser quelle page on veut afficher, quel profil d'utilisateur. Donc je lui passe lui-même. Et on veut également qu'il puisse se déconnecter. Donc pour ce faire, on fait un link to déconnexion. Et la route pour se déconnecter, c'est destroy user session. Et on n'oublie pas le pass. Sauf que pour se déconnecter, on remarque ici que c'est une méthode delete. Donc on a besoin, pour les delete, de préciser la méthode. Sinon ça va créer un conflit parce qu'on aura la route users en get, parce que si on lui dit pas que c'est un delete, il va faire un get, et sign out. Et du coup, il va comprendre qu'on va afficher l'user avec l'ID sign out, et ça risque de poser un conflit. Donc forcément, il faut mettre la méthode delete. Oula, j'ai du mal à l'écrire. Voilà, méthode delete. S'il n'est pas connecté, dans ce cas-là, on va créer un premier lien pour la connexion. La connexion, c'est new user session pass. Comme ceci. Là, rien d'autre à mettre. Et enfin, si l'utilisateur n'a pas de compte, il pourra s'en créer un avec un lien vers inscription qui va mener vers sign-up. Or, sign-up, qui se trouve juste ici, c'est New User Registration, juste ici. J'oublie pas le N et le pass. Je vais maintenant actualiser la page et je vois que, voilà, j'ai mon blog, tous les posts, tests, des connexions. D'ailleurs, je pense que ce serait peut-être plus habile de mettre le lien directement vers la page d'accueil dans le lien aussi pour que tout soit aligné et bien propre. Voilà. Donc là, je peux me rendre sur mon blog, je peux me rendre sur tous les posts, je peux me rendre sur mon profil. Donc moi, j'avais mis un petit hello donc dans la vue qui se trouve juste ici, user show, parce que c'est la méthode show, c'est la méthode qui affiche votre utilisateur avec son identifiant. Donc j'avais mis juste hello, mais bon, on mettra un peu plus de choses juste après. Donc je peux me déconnecter, voilà, je peux me connecter, donc avec mon test en test.com, je me connecte. Donc là, il n'a pas reconnu. J'ai dû me gourer quelque part dans les mots de passe. Voilà. Et ainsi de suite. Et je peux créer un autre utilisateur et ainsi de suite. Donc voilà comment on va créer un menu qui va être appelable. Vous avez vu, à chaque fois, le menu est présent sur toutes les pages. Ensuite, tout à l'heure, on a fait aussi un petit changement. Donc on va pouvoir voir que ça marche quand même toujours de créer les posts en faisant le changement dans le contrôleur comme on a fait tout à l'heure, en enlevant le form hidden. Donc nouveau post, la vie est cool. On crée, ça crée correctement le post et on peut retourner donc sur mon blog, etc. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est afficher tous les posts de mon utilisateur, parce que je veux que mon utilisateur puisse voir tous les articles qu'il a créés. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans un premier temps, je vais créer une nouvelle instance de variable sur mon user controller. Donc, je vais le trouver, je peux fermer mes assets, ça ne me sert plus à grand chose. Donc, je vais dans... je les avais ouverts pour autre chose, hein, c'est normal si le vôtre est fermé de base. Je vais aller dans users controller et sur la méthode show. Donc la méthode show, j'ai déjà une instance de variable qui est user parce que je l'ai définie dans set user, et je l'appelle before action, c'est-à-dire c'est avant tout, avant que tu génères l'action, tu vas en fait mettre cette instance de classe dans chacune des actions que je l'appelle ici. Donc les actions, ce sont les méthodes qui sont là, index, show, edit, destroy, etc. Et ici, je veux créer en fait une nouvelle instance qui va s'appeler @post égale user post. Donc qu'est-ce que ça fait ici? C'est que la variable post va afficher tous les posts créés par un utilisateur, tout simplement. Et du coup, maintenant que j'ai cette nouvelle instance de classe, je vais pouvoir me rendre sur ma vue, show, ici. Dans un premier temps, je vais faire quelque chose d'un peu plus sympa, je vais mettre hello avec l'adresse email de l'utilisateur. User email. Donc là, en fait, je mets @user et je ne mets pas current user parce que, pour la simple et bonne raison que, imaginons que vous avez 5 ou 6 utilisateurs. Moi, je suis connecté avec mon adresse mail et donc le current user sur mon ordinateur, c'est moi. Donc si je me rends ensuite sur la page de profil d'un ami, par exemple, je vais sur sa page de profil, current user sera compris comme étant moi. Donc en fait, même sur sa page à lui,
ça sera mon nom qui apparaîtra. Sauf que, bah non, je veux que ce soit son nom à lui, pour que je puisse savoir de quel profil il s'agit. D'où le fait que là, j'utilise l'instance de variable user pour qu'on sache bien qu'il s'agit de l'utilisateur numéro avec l'ID numéro 1. Et si je vais sur la page de profil d'un autre ami, qui sera lui avec l'identifiant numéro 2, ça prendra bien l'user avec l'identifiant numéro 2. Parce que le user qu'on a défini, c'est user find avec le params ID, juste ici. Donc là, je mets hello username. Donc si je me rends sur mon profil, maintenant j'ai hellotest@test.com, super. Et ensuite, je veux ici, je vais créer ici un petit UL, et maintenant je vais itérer sur tous les posts. C'est-à-dire que j'ai créé donc cette variable post, j'aurais pu faire également user.post.each. Le problème c'est que je trouve que c'est mieux de moins écrire de Ruby dans les templates, donc du coup j'ai préféré créer une instance dans mon contrôleur qui s'appelle post.each. Et vu qu'on est dans le cadre du contrôleur user, post ne va pas rentrer en conflit avec les posts les posts du post contrôleur. Là, c'est bien, il comprend bien que c'est post concernant que j'ai défini dans le user controller. Donc post.each, do, je mets ici un mot-clé post pour pouvoir appeler chacun des posts par le mot-clé post justement. Et à chaque fois, je vais générer un petit li avec un lien vers le post title. Et la route pour aller vers un post, c'est juste ici, post passe. Et on lui passe le post parce qu'il a besoin lui aussi, comme l'utilisateur tout à l'heure, d'un identifiant pour que l'URL comprenne bien qu'il s'agisse bien de ce post-là et pas d'un autre. Je sauvegarde, j'actualise ma page et je vois maintenant tous mes posts qui sont là. Et lorsque je vais dessus, je tombe bien sur le bon post. L'itération super, hello le monde super génial, je suis très très original. Nouveau post, la vie est cool, et voilà. Maintenant je vais me déconnecter et je vais me créer un nouvel utilisateur. Ici je vais test2@test.com et le mot de passe sera le même pour que ce soit un peu plus pratique pour moi. Je me connecte. Là, super, moi je n'ai aucun poste. Donc ça, voilà. Et si je me rends sur l'utilisateur numéro 1, je vais pouvoir voir tous ces posts. Et je vois bien que c'est test@test.com et pas test2@test.com. Parce que, comme je vous ai dit, ici je ne mets pas current user. Imaginons que je mette current user. Et bien là, si je vais sur l'utilisateur 1, je vois mon propre adresse email. Si je vais sur l'utilisateur 2, je vois ma propre adresse email, parce que c'est ma session à moi, c'est pas la session des autres. Current user, ça correspond à l'utilisateur de cette session-là. Or, si je retourne ici et que je remets donc mon user normal, là j'ai bien mon utilisateur à moi parce que c'est moi. Et si je vais sur l'utilisateur 1, là je vois bien test.test.com qui était l'utilisateur numéro 1. C'était pour faire la différence entre le current user et l'autre qui n'est pas le current user. Device propose aussi ça, le before action authenticate user. C'est-à-dire que par exemple, si je veux me rendre sur les post contrôleur qui est juste là, je peux me permettre de faire un before action authenticate user. Ce qui fait que par exemple, si je me déconnecte et que je me rends sur tous les posts, il me redirige directement vers le login. C'est-à-dire que je ne peux pas voir les posts si je ne suis pas sur le login. Et ça va faire pareil par exemple pour les utilisateurs. Si je mets sur le user controller before action authenticate user et que je veux retourner sur mon users par exemple 1, eh ben je peux pas parce qu'en fait maintenant il me bloque. Il me dit en fait tu dois te connecter ou tu dois t'inscrire pour pouvoir voir quoi que ce soit. Donc ça permet de faire un peu des restrictions. Et donc voilà comment on fait pour afficher les posts, pour afficher les posts sur l'utilisateur et aussi gérer les URL, créer des liens, etc. Et une dernière chose que l'on va avoir envie de faire, c'est donc test.test.com. C'est également, quand je vais voir tous les posts, là tout le monde va pouvoir éditer, supprimer, ou voir oui, mais tout le monde va pouvoir éditer ou supprimer. C'est pas forcément tip top. Donc ce que je vais faire, c'est que dans post next, juste ici, je vais mettre donc alors edit post, donc là c'est chaque post, post.each. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre une condition pour ces deux derniers, if
Je vérifie juste si ce que je fais est pertinent et juste. Alors voilà. Voilà. En fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait une condition qui va dire, en fait, si post-user, donc post-user, en fait, c'est quoi? Ça correspond à l'utilisateur qui a créé le post, donc là-dessus, on prend par rapport à son identifiant. Donc c'est au même titre qu'on a fait tout à l'heure user post, ça c'est ce qu'on a généré grâce à l'association sur les modèles, as many belongs to. Donc post.user, en fait, c'est l'utilisateur qui a créé le post, tout simplement. Donc si l'utilisateur qui a créé le post est égal à current user, donc moi-même, vu que je suis connecté, donc si jamais c'est moi qui l'ai créé, en fait, dans ce cas-là, on va pouvoir afficher les liens. Si ce n'est pas le cas, tu ne pourras pas afficher les liens. On va faire le test tout simplement. Je vais me déconnecter et je vais me connecter avec mon deuxième adresse. Donc test2@test.com. Je me connecte. Quand je vais voir tous les posts, je ne peux en éditer aucun, je ne peux en supprimer aucun. Donc là, avec tout ça, on a réussi à restreindre suffisamment notre application pour que chacun ait son rôle, ses tâches, et ainsi de suite. Maintenant, la dernière chose que j'aurais voulu voir avec vous, c'est installer Bootstrap sur votre application. Donc pour ça, vous allez sur Google, vous tapez Bootstrap Gem, et le premier lien, c'est celui que j'utilise assez régulièrement. Donc première chose à faire, c'est installer le gem. Donc pour ça, on va prendre juste celui-ci, parce que SAS Rails est déjà installé, en fait, dans Ruby on Rails, quand vous générez le projet. Donc dans le gem file, en dessous de device, on va installer gem bootstrap SAS. On va faire la même commande que tout à l'heure quand on avait fait le bundle install, donc pareil, bundle install. Donc là, il va m'installer toutes mes dépendances. Et ensuite, il nous demande de mettre ceci dans notre fichier application.scss dans le app assets style sheets. Donc tout simplement, on va s'y rendre, hein, on est des bons soldats, on écoute ce qu'il nous dit. Asset, on ferme JavaScript, style sheet. Et application. Donc là, c'est application.scss. Vous, ça sera sûrement application.css, mais n'hésitez pas à changer pour SCSS juste en changeant, modifiant le nom du fichier. D'ailleurs, c'est ce que Bootstrap vous dit ici, il vous demande ici de changer. Donc, on va mettre ceci à l'intérieur, import Bootstrap Sprocket et Bootstrap. Ensuite, il nous dit de require Bootstrap Sprocket, donc on se rend dans application, enfin JavaScript, application.js, on met Bootstrap aussi. On va redémarrer notre serveur parce qu'on a fait une modification sur le fichier JavaScript, donc c'est toujours plus prudent de redémarrer le serveur pour pas qu'on ait des erreurs. Et lorsqu'on va se rendre sur notre blog, nous voilà avec Bootstrap. Donc on peut voir ici que, donc là dans le Webalizer, parce qu'en fait le Webalizer ça nous permet de voir avec quel langage est développé un site. Là en l'occurrence il n'a pas encore pris en compte Bootstrap parce qu'il peut mettre un peu de temps, ou le cache n'est pas vidé, ou je ne sais quoi. Sauf que on va pouvoir vérifier tout simplement en utilisant la classe container de Bootstrap, en allant par exemple dans notre application view layouts application.html.rb, et on va tout entourer ici d'une div qui aura la classe container. On va mettre tout ceci entre notre container. Je sauvegarde et lorsque j'actualise, tout va être centré. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Et puis vous pourrez voir très vite que lorsqu'on va par exemple sur navigation ici, on va pouvoir par exemple mettre une classe sur des connexions, classe de point btn danger. J'actualise, exactement ce que l'on voulait. Si on va sur le header et qu'on fait une classe nav, je sais pas trop ce que ça va faire, je me rappelle plus trop des classes Bootstrap, ou navbar, je sais plus. Ouais, voilà, enfin, il prend la classe navbar et ça fait exactement comme sur Bootstrap. Là, c'est pas très propre, mais bon, à vous après d'utiliser Bootstrap comme vous voulez. Donc, une chose à savoir, c'est que quand on est sur une balise HTML, on utilise la classe normale. Quand on est sur du ERB, donc les if, les else, les boucles, on ne met pas de classe dessus parce que forcément, ça ne sert à rien. Mais par exemple, lorsqu'on affiche un lien, on peut lui mettre une classe en mettant une virgule après notre route et en faisant classe, deux points, et ici le nom de notre classe, tout simplement. Et pareil pour les ID, ID, deux points, et le nom de notre ID. Donc voilà comment utiliser les classes. Et par rapport, une dernière chose que je vais voir avec vous, au formulaire, c'est donc ça c'est le form helper qui est proposé par Rails, ça va nous générer un formulaire tout simplement. Et en fait, après, vous pouvez mettre des divs à l'intérieur. C'est-à-dire que si je veux utiliser Bootstrap, je peux faire ici div classe form group,
et ainsi de suite, et insérer des formulaires. Et donc en fait, comment on va générer les inputs? Tout simplement en faisant form, point, et le nom du champ. Donc là, ça ne sera pas input, ça sera par exemple text field pour un field, email field pour un champ, enfin email field pour un champ email. Je vais avoir le number field pour les nombres et ainsi de suite. Le text area pour underscore area pour les zones de texte. Et en fait, à chaque fois, vu qu'en fait on lui passe ici le modèle, donc la modèle post, local true, etc. En fait, on lui mettra le champ pour lequel correspond, le champ de notre base de données auquel correspond ce formulaire. En l'occurrence, vous voyez bien ici que j'ai un label pour title et qu'en fait j'ai un champ texte qui est fait pour le title qu'on avait généré pour notre post. Pareil ici, un texte RA qui est généré pour notre content. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce cours sur Rails. C'était une première session pour vous montrer les bases de Rails. Dans une deuxième session, on rentrera beaucoup plus en détail, où cette fois-ci, on va faire de l'authentification Facebook, on va faire des restrictions un peu plus corsées, et on va aussi ajouter des maps, on va ajouter plein de choses, on va faire du déploiement aussi sur Heroku, on ajoutera des paginations, enfin vous verrez, on va faire beaucoup de choses sur Rails. Et ensuite, dans mon programme, ce sera des tutoriels sur Vue.js, qui est un framework, qui est une vraie alternative à React et Angular, qui est un véritable concurrent et qui mérite sa place parmi les grands. Donc voilà, si vous avez des questions, des interrogations ou autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé.